Je jure venir de Bourgoin pour ça. Bonsoir. Ah, il y a du monde. Il y a de l'écho. Effectivement, je viens de Bourgoin-Jallieu. Ça arrive. Et je suis écrivain. Et mon actualité, c'est un roman qui s'appelle Les Corbeaux chantent aussi, qui est une peinture d'une bonne partie du XXe siècle, à travers deux familles, principalement. Et je dois dire que les personnages de ce roman sont nombreux, ce qui fait que j'ai choisi de vous lire quelques lignes à travers différents couples particuliers, ceux que forment un frère et une sœur. Et parfois, tout commence par se tenir droit tout seul. Et si elle tombe, demanda Alexandre. On l'aidera à se relever, répondit Rose. Et si elle pleure, on la consolera. Tu es d'accord? Ça veut dire quoi? Demanda le garçon avec de grands yeux. Qu'on la prendra dans nos bras pour lui faire un câlin. Je pourrais le faire? Bien sûr. Je suis sûr qu'elle aimera beaucoup. Rose était penchée au-dessus de Louise. À ses index tendus s'agrippait la fillette, dont les jambes timides hésitaient encore. Elle riait pourtant, lâchant parfois un cri perçant, un « Ah !» de plaisir enfantin que la montagne proche renvoyait en écho. « Moi aussi j'ai appris à marcher. »« Bien sûr. Sinon comment ferais-tu maintenant pour courir après les papillons ?»« Et pour ramasser les chenilles, ajouta Alexandre. Et Zonzon, elle va savoir ?» Un jour ou l'autre, tout le monde y arrive. Il faut juste se lancer. Louise levait les genoux l'un après l'autre, faisait retomber son pied avec lourdeur. Alexandre monta sur le banc biscornu que son père avait placé contre le mur de la maison qui faisait face à la route et pouvait accueillir le visiteur épuisé. Il regardait sa mère, dont les pieds de fourmi patiemment accompagnaient la trotte insouciante et maladroite de Louise, qui lâchait désormais une main, se précipitait hâtivement devant elle, perdait l'équilibre et tombait, les fesses les premières, retenues dans son dos par la jupe de Rose, dont la main libre venait en même temps se poser sur les cheveux fous de la fillette. Son frère se jeta au bas des planches, courut sans se soucier de ses genoux qui se râpèrent sur l'herbe lorsqu'il vint caresser, visage contre visage, la joue surprise de Louison qui l'écoutait sans comprendre. « C'est pas grave, Zonzon. Tu vas recommencer, hein? Tu as pas de bobos, tu sais. On va te consoler. » La fillette tourna la tête à droite et à gauche, cherchant sa mère, qui la soulevait délicatement par les aisselles, poussa son cri de contentement. « Ah !» Et sans égard pour son frère attentif, désireux de la protéger encore, reprit de plus belle les moulinets étranges de ses jambes malhabiles et impatientes. « Consolez, Alexandre, corrigea Rose. Consolez. » Rose tenait entre ses doigts les mains de sa fille. Face à elle, accroupie, elle s'efforçait de garantir l'équilibre de Louise et l'assurance de sa position. Elle lâcha prise, recula doucement à croupeton et bras tendus. « Ah! Viens, ma chérie, chanta Rose. Ne la touche pas, Alexandre, ne dis rien. Ah !» Ses jambes tremblaient comme des viandes caressées par le vent. « Viens vite voir maman. Ah !» Le buste de Louise tomba vers l'avant. Ses bras fléchis cherchèrent le ciel. Un pied, sans doute plus volontaire que l'autre, fit mine d'enjamber un obstacle inexistant et atterrit 10 centimètres plus loin, forçant l'autre à se lancer tant bien que mal, avant que le premier ne réponde encore une fois à ce geste courageux. « Ah !» Louise termina ses premiers pas dans les bras de Rose qui colla ses lèvres dans le cou du bébé. « Elle sait marcher !» cria Alexandre, à qui voulait bien l'entendre. Étonné, justement. Plus loin dans le roman, voilà d'autres personnages qui marchent ensemble. Le dimanche 3 septembre, il marchait avec Iphigénie dans les allées du jardin de ville.
J'ai oublié de vous préciser que c'est un roman très régional. Donc le jardin de ville, c'est celui de Grenoble. Le dimanche 3 septembre, il marchait donc avec Iphigénie dans les allées du jardin de ville. « Te rappelles-tu nos anciennes promenades ici » demanda soudain sa sœur. « Je suppose que tu veux parler de ces instants partagés autrefois avec Victorine et Églantine, dit-il doucement, presque gêné. J'ai 60 ans, Léonce, le sais-tu? Tu sais bien que je n'ai jamais pris garde à tout cela, chère sœur. » Elle regarda fixement son profil pendant qu'il marchait. « Parfois, je me demande d'où vient la dureté que l'on ressent chez toi, Léonce. Cela m'a toujours fasciné. Et qui pourrait prétendre voir en toi un modèle de douceur? Je ne t'ai jamais vu sourire, le sais-tu? Tout au plus parviens-tu à faire la grâce à tes proches d'un rictus incertain. À quoi bon raconter à son frère les moments de solitude durant lesquels, dans l'ombre de son salon, Iphigénie faisait crépiter son phonographe en déposant les rares plaques de cire qu'elle s'était procurées. Régulièrement, pendant qu'une eau fumante et parfumée l'attendait sur une table basse, elle écoutait les yeux fermés la voix de Fréhel qui chantait « Où sont tous mes amants ?» Et plus rarement, elle se rêvait en Damia, pleurant « El cafard ». Ces plaisirs furtifs et sonores qu'elle s'autorisait demeuraient en effet inconnus de tous. Dans l'obscurité de son cœur asséché, Iphigénie détestait ses souvenirs, mais ne parvenait jamais à s'en défaire. Je me souviens de nos échanges lourds, si lourds, lorsque nous parlions d'Auguste et de ses errements, dit-elle. De ces bâtards, devrais-tu dire. Je me suis attaché à la petite Louise, vois-tu. Je l'ai bien compris, crois-moi. Tu pourrais peut-être... commença Iphigénie avec hésitation. Léonce portait son regard droit devant lui, toisant avec confiance les quelques promeneurs dominicaux, saluant parfois d'un léger mouvement de tête. Ne me dis pas que tu penses que je devrais faire de même avec le garçon. Elle se tut, se ferma. De longues minutes silencieuses s'égrenèrent. T'ai-je dit que j'avais eu récemment des nouvelles de Victorine? Elle me faisait notamment part de son inquiétude en cas de guerre. Gaston n'a que 24 ans et nous savons désormais que son inquiétude a laissé place à la certitude. Nous devrions lui envoyer un mot d'encouragement, ne crois-tu pas? Oui, répondit gravement Léonce. Je te laisse l'écrire et tu lui feras part de mon affection. Ce sera bien ainsi. Il flottait un vent léger qui caressait l'ombre de l'Isère. Les versants de la Chartreuse tremblaient de soleil. Dans les allées du jardin, les promeneurs avançaient d'un pas lent et mesuré, sans urgence. Le lendemain, les uns et les autres découvriraient, devant les kiosques à journaux, entendraient, dans la bouche des crieurs, les 6 lettres qui explosaient littéralement en première page de l'Intransigeant, sous les yeux ternis de Léonce. La guerre, Londres, depuis 11 heures, Paris, depuis 17 heures, disait le journal dans un encart glacial, à côté duquel le titre éloquent s'affichait ainsi. La France et l'Angleterre sont en état de guerre avec l'Allemagne. Et la guerre, c'est aussi pour chacun la possibilité de choisir. Septembre 1943. 3 coups secs et 2 coups de plus, comme d'habitude. Il est pourtant bien tôt pour le repas. Tiens, c'est vrai, reprit Nestor, cela m'avait échappé. Qu'est-ce qui peut bien l'amener? Valentine ouvrit la porte qui grinça. Vous n'avez toujours pas graissé ces fichus gonds? Toujours pas, Émile, répondit Nestor, légèrement agacé. Salut, Ness, salut ma sœur. Entre, dit-elle. Pas longtemps, je suis juste de passage. Il dirigea son pas sûr et ample vers le salon, y entra, il venait derrière lui, il les attendit. « Comment va le ventre ?» demanda-t-il en se retournant, pointant le doigt de la main droite vers le bassin de sa sœur.
Nestor n'attendit pas la réponse de son épouse. Tu lui as dit... Oh, te braque pas, Ness. Bon sang, mais cesse de m'appeler Ness, rétorqua Nestor, passablement énervé. Est-ce que je t'appelle Mimile ou, je ne sais, moi, Milou? Alors, si tu ne sais pas, ne fais pas, coupa l'autre, sèchement. Et t'inquiète pas, pour qui veut bien, il y a toujours manière de savoir ce qu'on veut savoir. Nestor et Valentine échangèrent un regard d'incrédulité et d'étonnement mêlé. Je passais juste vous dire un petit bonjour, avant d'aller à un rendez-vous, dans le coin. Ah, dit sa sœur, c'est pour du travail? Ou pour autre chose? C'est pour du travail, en quelque sorte, répondit Émile avec une lueur de fierté dans les yeux. Nestor le fixait, froidement. Trop heureux pourtant de le voir repartir rapidement, il n'ajouta pas un mot. Mais n'oubliez pas de me préparer une assiette pour ce soir, hein, et après on écoutera Radio Paris. C'est pas que je connaisse tous ces gens dont parle M. Philippe Henriot, à part que je sais que ce sont des faux Français, des vrais traîtres au pays. Mais quand ils parlent, comment dire, ils parlent bien, quoi. Et après, on écoutera le cabaret d'Oltramar. Vous connaissez, non? Les Juifs contre la France. On a déjà entendu ça ensemble. Même que tu étais d'accord sur pas mal de choses, Ness. Pas tout, mais pas mal de choses, non? Lorsqu'il fut arrivé sur le trottoir, Émile alluma une cigarette et prit sur la gauche pour rejoindre d'un pas rapide la rutière. Tout en marchant, le front haut, en direction du Courbériard, il sifflotait gaiement et chantait presque, quand il ne fut plus qu'à quelques mètres du numéro 28, siège de la police allemande, nouvellement installé. Mais quoi qu'on ait pu faire, vient un jour l'occasion du souvenir. Tu te rappelles maman? Demanda Alexandre. Non, dit Louise. Et toi? Des fois, oui. Je crois voir un visage. Des fois, je le cherche. Ils approchaient de l'hôtel, laissant à leur droite l'école et à leur gauche la maison des Guidi, dont ils avaient lu l'inscription Les Tilleuls sur la plaque. Le jour de leur arrivée, où, les ayant vus vêtus de leurs habits reconnaissables des orphelinats, Madame Guidi avait insisté pour leur trouver chandail et pantalons qui soient à leur taille et les habits pour la montagne. Je ne me rappelle pas de papa, dit aussi Alexandre. Je ne me rappelais pas de toi, avoua Louise. Ah, jusqu'à ce que tu parles, que j'entende ta voix. Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Je l'ai reconnue. Je veux dire, j'ai su que je l'avais déjà entendue. Elle s'arrêta contre le mur de l'école. Toi, tu ne m'as pas dit si tu m'avais reconnu quand vous êtes venu me chercher. Alexandre hésita. Il se reprochait déjà de n'avoir su que dire, tout au moins de n'avoir pas parlé le premier. Les mots étaient sortis par la suite, comme dans le désordre. Il avait dit, on a pris le tramway. Firmin, c'est le frère de maman. Tu comprends? C'était long avec le car. Il se reprochait encore plus d'avoir douté de son cœur, de n'avoir pas crié haut et fort pendant près de 5 ans, quelque chose comme je voudrais voir ma petite sœur. Pourquoi je ne peux pas voir ma petite sœur? Où est-ce qu'elle est, ma petite sœur? J'ai une petite sœur qui s'appelle Louise, mais je l'appelais Zonzon quand on était heureux, quand on était tous les 4, quand papa travaillait dans les champs, quand il m'emmenait écouter les oiseaux, respirer les foins, attraper les sauterelles, quand Zonzon courait après moi en m'appelant l'Escande, parce que ma sœur était trop petite pour dire Alexandre comme il faut. Pourquoi ma mémoire n'a-t-elle pas tout gardé intact, puisqu'on les a tous pris, puisque je suis seul? Tu ne seras pas vexé si je te le dis. Non, l'Escande, je ne serai pas vexé. Louise avait prononcé le surnom de son frère avec une emphase enfantine. Alors je peux bien te dire. Il prit son souffle. Tu as
les mêmes yeux qui rigolent que quand on jouait ensemble derrière la maison. C'est ça que j'ai reconnu quand tu es arrivé dans ta robe toute bien soignée. Merci. Il me semble qu'on doit retrouver quelqu'un que j'ai croisé tout à l'heure, d'une façon assez indélicate, je dois reconnaître.